Carbone, Spirito, les frères Guérini, Danny Zampa, Francis le Belge, Fargette, Jacques Ilmat. Des noms qui frappent les esprits. Des voyous, des mauvais garçons, ceux que les flics appellent des beaux mecs. Dans mon taxi, au hasard des clients, je navigue. Les traverses du Panier, les impasses de la Belle de Mai, les ruelles de l'Opéra et parfois Toulon, la Basse-Ville ou la frontière italienne. Mais peu importe l'endroit. Au hasard d'une course, devant un bar de nuit ou sur un quai désert, à chaque fois, n'importe où. Au moment où je m'y attends le moins, je croise une image du passé, un souvenir lointain, un écho de la noire légende des parrains de la côte. À chaque fois que je passe par ici, dans l'ancien quartier Saint-Jean, j'ai l'impression que je vais les croiser. Le premier est né en Corse, à Propriano, en 1894. Il s'appelle Paul Bonaventure Carbone. L'autre a vu le jour en 1900 à Marseille, de parents napolitains. Son nom est tout aussi évocateur, François Lidro Spirito. Carbone grandit dans le même coin que Spirito. Un dédale de ruelles sordides et de caboulots, de bordels, de trafic, de violence et de misère, le quartier Saint-Jean à 2 pas du Panier. Un monde dur et impitoyable. Un monde où les enfants doivent d'abord apprendre à survivre s'ils veulent espérer grandir. Un monde où, évidemment, on devient plus facilement truand que polytechnicien. Carbone fait ses premières armes dans la rue, à coups de pied et à coups de poing. À force de bagarres et de petits vols, il se retrouve là où l'on met les durs à cuire et les teigneux, les bataillons disciplinaires, les célèbres Bad-Daf. Il y récoltera une superbe collection de tatouages, dont un très élégant au bonheur des dames au-dessus du sexe. 1914. La Grande Guerre. Les Bad-Daf sont bien sûr immédiatement envoyés en première ligne. Carbone reviendra de cette immonde boucherie avec la médaille militaire, preuve qu'il n'a pas peur de grand-chose. De retour à Marseille, il va faire ce que font tous les Corses, partir en quête de fortune et d'aventure. Donc en fait, on assiste effectivement à une véritable diaspora corse à travers le monde. Donc c'est une diaspora qui sera utile parce qu'elle va permettre la mise en place de réseaux internationaux. Il y aura toujours un cousin quelque part qui pourra servir de relais en Indochine. Il y aura toujours un ami quelque part qui pourra servir de base en Amérique latine. Il y aura toujours un ami quelque part qui sera installé en Afrique, etc. Pour Carbone, ce sera l'Égypte, ses mystères, ses légendes. Au Caire, il tombe amoureux d'une prostituée et l'embarque avec lui. Les proxénètes turcs de la fille le rattrapent et l'enterrent dans le sable du désert, le visage couvert de miel. Carbone va être miraculeusement sauvé par celui qui sera pour lui plus qu'un frère, celui que les filles de joie appellent le beau ficelle, Spirito. Ce qui est assez étonnant, c'est cette association, finalement, c'est peut-être la seule et unique fois dans l'histoire de la paix, ou en tout cas que l'histoire est retenue, d'un duo comme ça qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Ce qui est assez étonnant, parce que généralement, ou alors ils sont frères, les mecs quand ils restent vraiment en équipe, les Guérini, les Renucci, bon, ça fonctionne comme ça. Deux individus qui n'ont aucun lien de sang et qui deviennent associés et qui vont faire toute leur carrière ensemble sans que l'un prenne le pas sur l'autre ou fasse une crasse à l'autre, c'est assez rare. C'est sans doute aussi ce qui a fait leur légende à ces garçons. Les années 30, c'est l'époque de tous les possibles à Marseille. Carbone et Spirito se lancent à la conquête de la ville. Vol, raquettes, trafic en tout genre, tout en continuant leur métier de base. Pour l'un, drogue pour l'autre, et du plomb pour ceux qui gênent. Mais le duo innove, il invente le match boxe truqué. François Bonogoro, alias Kid Francis. Force, vitesse, punch, il avait tout pour devenir un grand champion. Il avait juste un énorme handicap, il était le cousin de Spirito.
En juillet 1932, Carbone et Spirito organisent le premier championnat du monde à Marseille. Kid Francis contre l'Américain Al Brown. Le combat est tendu et indécis. Al Brown gagne finalement le match. Mais au moment où l'arbitre va annoncer sa victoire, Carbone et Spirito sautent sur le ring, armes au poing, et obligent les juges terrorisés à proclamer le match nul. Envahissement du ring, bagarre générale, bordel général. Al Brown, obligé de s'enfuir en vitesse, déclarera plus tard « Ce jour-là, j'ai gagné un combat de boxe et une course à pied ». 1936, le Duce envahit l'Éthiopie. Les démocraties réagissent, boycott total les produits italiens. Pour Marseille, qui compte la moitié de sa population d'origine italienne, c'est la catastrophe. On manque très vite de pâtes, de sauce tomate, de mozzarella. Pire, on manque de parmesan. Alors Carbone et Spirito ont une idée de génie. Grâce à ses cousins de Naples, Spirito fait embarquer 34 tonnes de parmesan sur un bateau. En mer, le bateau plein de fromage connaît d'étranges difficultés. Il est obligé d'accoster en France. Près de Hyères, à la Tour Fondue, ça ne s'invente pas. Aussitôt, les douaniers saisissent la cargaison interdite. Et comme il s'agit de denrées périssables, la loi les oblige à les vendre aux enchères dans les 24 heures. Le lendemain, Carbone et Spirito, accompagnés de Gros Bras, rachètent le fromage pour une bouchée de pain. Ils rentrent à Marseille en triomphateurs, leur fortune faite grâce à un parmesan maintenant parfaitement légal, car vendu par les douanes. La légende est en marche, et avec elle, celle de Marseille-Chicago. Un film sort sur les écrans, inspiré des exploits de Carbone et Spirito, une sorte de Borsalino des années 30, Justin de Marseille de Maurice Tourneur. Vous portez le costume. Vous savez, les journalistes, nous les aimons bien. Mais nous aimerions mieux les voir ailleurs, parce qu'ils ont tous fait tellement de mal à cette ville. Mais Marseille, c'est un port. Et dans un port comme Marseille, il y a de tout. Des vierges, des travailleurs, des bandits, des pères de famille, des macos, tout y quanti. Je n'en doute pas. Vous n'en doutez pas. Oui, seulement, ce que vous venez tout chercher ici, c'est Chicago. Du sang, de la volonté et de la mort. Et puis ce que vous oubliez tous de dire, c'est que le mal. À travers les Carbone et Spirito qui traversent cette période-là, exactement à la même époque, on retrouve la même chose. C'est-à-dire que tout le monde les connaît dans leur secteur, on va les aborder, j'allais presque dire chapeau bas et main tendue. En même temps, on sait que ce sont des bandits. Il y a des aspects, on dirait presque les pieds nickelés ou Bibi Fricotin, parce qu'ils trafiquent avec du fromage ou ils truquent des matchs de boxe de façon tellement évidente que ça me paraît comique. Et puis à côté de ça, il y a la réalité de la drogue, il y a la réalité de la traite des blanches, il y a la réalité des raquettes, il y a la réalité de la force maléfique qu'ils représentent. Un homme va leur permettre d'atteindre un pouvoir et une dimension inespérée. Il est corse, comme Carbone. Ancien combattant, il a perdu un œil dans les tranchées. Premier adjoint au maire depuis 1929, il est en fait le véritable patron de la mairie, l'homme fort de Marseille. Il s'appelle Simon Sabiani. Ce Sabiani est un homme qui vient de l'extrême gauche. Il a démarré pratiquement communiste, puis socialo-communiste, puis finalement fasciste, membre du PPF et finira collaborateur de façon la plus terrible possible. L'alliance Carbone-Spirito avec Simon Sabiani, qui devient l'homme fort de la mairie de Marseille, ça se joue sur un ancrage dans le quartier du Panier et l'ancrage dans le fait qu'ils sont corses. Carbone est corse et Simon Sabiani est corse. Et il y a tout un système qui se met en place, qui est à la fois social, politique, de lien avec le village, de communauté de pensée, de soutien aux élections. Donc tout ça fait un maillage social dans la ville, duquel peuvent émerger une figure politique, qui va être Simon Sabiani, et qui va se servir de l'ensemble de ces alliances communautaires, on va dire, et très politiques, très électoralistes, très clientélistes, pour asseoir son pouvoir.
pendant toute la durée où il a été adjoint au maire de Marseille, il a su se constituer une clientèle qui lui a été fidèle. Et notamment, c'est une idée qu'il a appliquée ensuite dans son rapport au milieu. C'est-à-dire qu'il a utilisé les hommes du milieu, en l'occurrence le groupe Carbone et Spirito, pour les besoins de la cause, c'est-à-dire pour la protection des personnalités du parti, pour les opérations coup de poing contre les membres des autres partis, etc. Il les a utilisés tout en leur rendant des services. C'est-à-dire par exemple qu'il a employé dans l'administration municipale un nombre important de gens de la famille de Carbone, pour ne citer que cet exemple-là. Et les dépenses publiques du coup s'en ressentent. Hein. La gestion de la municipalité était catastrophique sous Sabiani. J'ai lu, peut-être que le chiffre, il me semble bien avoir lu que les dépenses de la ville étaient monopolisées à 90% pendant le règne de Sabiani dans les P qui étaient destinés aux employés municipaux. Donc là on est dans une inflation de postes, d'avantages qui sont fournis aux uns aux autres uniquement pour des visées électoralistes. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la France des années 30, qui est une France dont la vie politique est largement influencée par la rue. Donc finalement, les élus ont besoin d'hommes qui soient capables d'aller au contact, d'hommes qui soient capables d'être violents et qui soient capables d'exercer cette violence sans retenue. Quitte parfois à ce qu'il y ait des dérapages malheureux, comme quand il y a mort d'homme, mais ça fait partie finalement du champ de la vie politique de l'époque. C'est quelque chose qui est admis. Et donc les élus trouvent leur compte aussi à manipuler ces agents électoraux un peu spéciaux. Tous les spécialistes peuvent décrypter ce que c'est qu'un système de criminalité organisée. C'est-à-dire, c'est de la criminalité, c'est basé sur des activités délictuelles, avec quelques façades officielles, qui sont en général des cabarets et des bars. Et puis, il y a toute l'activité qui est le racket de la ville, systématiquement organisée. Donc, tous les marchands doivent payer leur écho. Il y a les maisons closes et la prostitution, qui rapporte très gros. Chaque mètre carré de trottoir est réparti selon les mérites de chacun. Les jeunes, ils ont une fille, puis après ils en ont deux, puis après ils en ont trois. Avec 3 filles, ils peuvent s'acheter un bar, etc. Ce système est très structuré. Ensuite, on passe à des trafics qui vont avec le port, puisque le port permet une ouverture avec l'extérieur. Donc on a des amis qui sont dans les messageries maritimes, qui sont passeurs. Donc on peut leur confier un ballot d'héroïne qui revient d'Indochine, par exemple. Et donc, ce ballot d'héroïne va servir à nourrir une première amorce du trafic des stupéfiants. Donc, on voit qu'il y a une division du travail, qu'il y a une diversification des activités, et que plus les gens sont puissants, plus ils peuvent se permettre d'avoir, eux, la façade légale, presque de devenir des notables dans la ville. C'est un système qui s'apparente à ce qu'on voit à la même période dans les années 30 à Chicago, avec Al Capone, son système de régentement de la ville entière. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, on a même des témoignages où on voit Carbone et Spirito qui demandent à des journalistes qui reviennent des États-Unis, qui ont été à Chicago, qui ont vu Al Capone, venez donc nous raconter ce que c'est ce système Al Capone, parce que quelque part, ils ont très envie de leur ressembler. Et ils leur ressemblent beaucoup. Mais on n'est pas dans la légende, on est là dans une réalité d'argent qui rentre dans leur caisse et qui va les enrichir de manière incroyable. Grâce au soutien de Simon Sabiani, Marseille est désormais entièrement à Carbone et Spirito. Ils en sont les maîtres absolus, les princes de la nuit. Mais ce qu'ils veulent maintenant, c'est être rois. Ils veulent la grosse galette. Ils veulent ce dont rêvent tous les ambitieux. Ils veulent Paris. Paris va devenir un peu la dernière marche à gravir. C'est un peu comme le chanteur ou le comédien. Pour faire carrière, il faut finir à Paris. Donc à partir de 20, 25, surtout au bout des années, à partir de 25, on voit les premières communautés de malfaiteurs corses et marseillais s'installer. Et notamment, ce qui va être leur grand quartier, c'est le Haut 9e, ce qu'on appelle Pigalle communément. C'est les rues qui bordent la place Pigalle. Et ils vont s'installer là massivement. Et ils vont ouvrir des bars, ils vont faire leurs quartiers généraux, ils vont y faire surtout travailler leurs filles, puisque c'est la vache à lait du milieu corse et marseillais, et du milieu en général, c'est la prostitution à l'époque. Carbone se marie avec une jeune femme délurée et moderne, Germaine Germain, dite Manouche. Elle sera son seul véritable amour. Grâce à elle, il fréquente les grands du show business de l'époque, Tino Rossi, Mistinguett, Maurice Chevalier. Ils poursuivent dans leur voie de prédilection, proxénétisme, violence, trafic de drogue et magouille politique.
Carbone et Spirito se lient d'amitié avec le baron de Lussatz, authentique noble, véritable truand et agent électoral véreux. Leurs 3 noms vont être cités dans le plus grand scandale de la Troisième République, une forme de consécration nationale. Le 7 janvier 1934, Alexandre Stavisky, financier véreux et escroc de haut vol, est retrouvé mort dans un chalet de Chamonix. La police conclut au suicide. Mais la balle qui l'a tué a été tirée à 3 mètres de distance. Étrange, non? Comme le dit le canard enchaîné, voilà ce qui s'appelle avoir le bras long. Le scandale Stavisky est dévastateur. Des ministres, des hommes d'affaires, des procureurs, des députés, des sénateurs sont impliqués. Le beau-frère du président du Conseil est éclaboussé. L'affaire va mener la France au bord du coup d'État d'extrême droite. 2 heures plus tard, au même endroit, l'ordre est donné de tirer sur la foule. Quelques semaines plus tard, l'affaire rebondit. Le conseiller Prince, homme d'État proche du pouvoir, est lui aussi retrouvé suicidé sur une voie ferrée, au lieu dit de la Combe aux Fées. Le premier flic de France, le même qui avait travaillé sur l'affaire Seznec, bref, ce qui se fait de mieux à l'époque, l'inspecteur Bonny, est chargé de l'affaire. Aussitôt, le futur gestapiste accuse Carbone et Spirito de l'assassinat. Un financier pourri tué par des truands, la version arrange tout le monde. Carbone, fou de rage lors de son arrestation, fait le coup de poing avec les reporters qui le traquent. Spirito, plus rusé, a trouvé une solution plus simple. Une terrible bataille médiatico-judiciaire s'engage. Carbone et Spirito vont bénéficier une nouvelle fois du soutien inconditionnel de leur ami de toujours, Simon Sabiani. Voilà le texte qu'il placarde sur les murs de la ville. « Ni hier soir, ni aujourd'hui, je ne me laisserai faire. Carbone est mon ami et demeurera mon ami. Tant que sa culpabilité ne sera pas démontrée, je serai toujours sur pied d'armes, et si je fais litière de ces procédés, la population marseillaise qui me connaît saura elle aussi briser les coalitions perfides qu'à chaque instant on dresse contre moi. » Et Simon Sabiani fait mettre des tracts dans toute la ville pour dire « Carbone et Spirito sont mes amis, c'est un déni de justice », etc. Et donc, ils reviennent ensuite, se sont libérés parce que la justice n'a pas pu prouver leur culpabilité. Ils reviennent triomphalement à la gare Saint-Charles de Marseille. Et là, ils sont accueillis par des fleurs, des défilés. On les accompagne jusqu'à la mairie. Simon Sabiani les montre à la foule en disant « Ce sont mes amis, ce sont des héros ». Quelque part, on a là le lien le plus étroit qu'on puisse avoir entre du gangstérisme et de la politique. Et à l'époque, ça ne choque presque personne. Septembre 1939, la guerre est déclarée. Juin 1940, la France est vaincue. Les Allemands défilent sur les Champs-Élysées. Commence alors une des périodes les plus sombres de l'histoire. Enfin, pas sombre pour tout le monde. Sabiani, lui, après avoir à peu près essayé tous les partis politiques, atterrit au PPF de Doriot peu de temps avant la guerre. Donc là, il est franchement maintenant à l'extrême droite. Et quand évidemment les occupants allemands vont s'installer en France, le PPF va se rapprocher des autorités allemandes. Et à sa suite, Sabiani va entraîner un certain nombre de voyous, dont Carbone et Spirito, mais d'autres. Gio Renucci, il a eu sa carte au PPF, il y en a eu comme ça un certain nombre. En gros, quasiment toutes les figures de l'époque baignent là-dedans. Alors donc le milieu a une possibilité d'exercer, comment dirais-je, ses méfaits sous une couverture qui les protège. Et le fin du fin pour eux, ça va précisément être d'arrêter les policiers dont ils ont été victimes avant, quand les choses se passaient normalement. L'occupation, on oublie toujours de le dire, c'est l'inversion des valeurs. Ce sont les voyous qui vont tenir le haut du pavé, et ce sont les jeunes de sang, les gens importants, qui, eux, vont être la cible, qui vont être constamment en danger d'arrestation ou même de mort. Hein. Il ne faut pas se le cacher. Entre autres conséquences, l'action anglo-américaine contre notre empire africain a contraint les troupes allemandes à franchir la ligne de démarcation afin d'aller occuper nos côtes méditerranéennes. Les Allemands entrent dans Marseille. Affolés par la sulfureuse réputation du Vieux-Port, ils rasent, en présence de René Bousquet et du général SS Auberg, le quartier Saint-Jean et ses bordels, chassant 25 000 personnes. Voici ce que déclare le général SS Auberg.
Marseille est un repère de bandits internationaux. Cette ville est le chancre de l'Europe, et l'Europe ne peut vivre tant que Marseille ne sera pas épurée. C'est pourquoi l'autorité allemande veut nettoyer de tous les indésirables les vieux quartiers et les détruire par la mine et le feu. Le quartier d'enfance de Carbone et Spirito appartient désormais au passé. Mais le duo n'a pas l'air touché par cette disparition. Il est trop occupé à faire des affaires. Bah là, on est devant le 425 rue de Paradis, donc, qui est une adresse de sinistre mémoire, puisque c'était le siège de la Gestapo française à Marseille. Gestapo à laquelle ont émergé nos personnalités du milieu phocéen, Carbone et Spirito, qui ont rejoint très rapidement les rangs nazis. Ils vont amener donc des marchandises aux nazis qui en échange vont leur fournir des capitaux de façon très importante. Mais très rapidement, les Allemands ne se satisfont pas des termes de l'échange. Et évidemment, les Allemands vont bientôt exiger que l'action commerciale se double d'une action répressive. Les agents de la Gestapo française ont une carte de la Gestapo. C'est une carte qui les met à l'abri des investigations de la police française. Si des policiers français ont le malheur d'enquêter sur les activités des gestapistes, c'est eux qui sont arrêtés, c'est eux qui sont frappés, c'est eux qui sont incarcérés. Donc très rapidement, la police n'insiste pas. Mais les rapports entre l'occupant et Carbone et Spirito ne sont pas toujours simples. Ils vont l'utiliser de temps en temps au coup par coup, mais d'une façon régulière, c'est impossible, ils sont complètement incontrôlables. Ils doivent être là à telle heure, ils n'y sont pas, ils arrivent le lendemain, on leur demande de faire quelque chose, ils font autre chose. Donc, au coup par coup, on s'en sert parce qu'ils connaissent tout le monde et que ce sont des gens extrêmement auxquels on peut demander n'importe quoi, y compris un assassinat. Et donc, ils vont rester comme ça dans une situation un peu curieuse. Le destin de Carbone va connaître un coup d'arrêt brutal fin 1943. Le train qui le ramène vers Paris, vers Manouche qui va accoucher de son fils, déraille. Un attentat de la résistance qui visait les permissionnaires allemands à bord du train. Lorsque les secours retirent Carbone de la carcasse éventrée de son wagon, il a les deux jambes sectionnées. Au secouriste, il dit « Laissez-moi tomber, je suis foutu. Occupez-vous de ceux que vous pouvez sauver. » Il demande une cigarette, qu'il fume calmement, en se vidant de son sang. Il meurt quelques instants plus tard en soupirant. Selon la légende, c'est la vie. Août 1944. Les Américains débarquent en Provence. Les Allemands sont en déroute. Marseille est libérée. De nouveaux parrains, les frères Guérini, vont bientôt prendre la place de Carbone et Spirito. Pour les collabos et les gestapistes français, c'est la débandade. Et puis, à la fin, en 1945, quand il sent que les carottes sont cuites, Sabiani gagne l'Espagne, ce qui n'est pas très difficile parce qu'il y a tout un système d'évasion qui se crée, avec l'aide d'ailleurs de certains prêtres et même d'un évêque. Il va gagner l'Espagne, d'Espagne il va gagner Buenos Aires, où il va rester pendant un certain nombre d'années. En 1952, il revient à Barcelone, où il mourra finalement, après avoir été condamné à mort par contumace, avec quelques-uns des siens. François Spirito a continué de soutenir jusqu'au dernier moment le camp de l'occupant. Et donc en 1944, il disparaît, il fuit. C'est assez surprenant, mais il réussit par ses réseaux à se faire une nouvelle identité aux États-Unis. Condamné à mort par contumace, il prend divers pseudonymes, Faccia, Caponi, etc. Sa trace se fond dans le fouillis des réseaux d'après-guerre, les réseaux d'exfiltration de nazis, de savants allemands, d'anciens gestapistes, de futurs trafiquants de la French Connection. Ces réseaux complexes où se croisent espions russes ou américains, militants révolutionnaires et truands de tout poil. Spirito réapparaît en 1954. Après 2 années passées au pénitencier d'Atlanta pour trafic de drogue, il est extradé vers la France. Jugé puis relaxé pour manque de preuves, il se met au vert et devient restaurateur sur la Côte Bleue.
Il finit sa vie en 1967, président de l'amicale gaulliste des Trois Quartiers, à la Loubière, à Toulon. Un quartier où d'autres futurs grands voyous sont déjà en train de grandir. Mais ceci est une autre histoire. Carbone et Spirito ont été les précurseurs du match de boxe truqué ou du trafic international de drogue. Ils ont été les premiers à expérimenter la collusion entre hommes politiques et truands. Ils sont, véritablement, les premiers parrains de la côte.